chirurgien ophtalmologue, créateur d'iClass et en charge de l'enquête annuelle sur les habitudes des ophtalmologues. Je reçois aujourd'hui le docteur Raphaël Barugel. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'Expert. Je suis Sébastien, l'hôte de ce podcast dont l'objectif est d'apprendre et de progresser au contact de ceux qui font l'ophtalmologie d'aujourd'hui et de demain. Ancien responsable de centre ophtalmologique dans le sud de la France, je suis désormais consultant. J'aide des ophtalmologues à s'installer, je réalise des audits avec préconisation, je recrute et je forme des responsables de centre, et je forme les médecins et leurs managers sur de nombreuses thématiques comme le développement de leur chiffre d'affaires ou l'optimisation de la cotation. Aujourd'hui, vous allez découvrir un jeune ophtalmologue plein de dynamisme qui nous plonge dans les habitudes parfois étranges des ophtalmologues. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview tournée il y a quelques jours et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Voilà, l'enregistrement est lancé. Notre invité aujourd'hui, le docteur Raphaël Barugel. Merci Raphaël d'être présent aujourd'hui. Merci à toi Sébastien pour ton invitation. C'est un grand plaisir d'avoir un jeune chirurgien très occupé qui fait plein de choses différentes. Et pour commencer, je vais d'abord te demander de te présenter succinctement. Alors je m'appelle Raphaël Barugel, je suis ophtalmo en région parisienne, ancien assistant au 15-20 où je suis toujours attaché et installé depuis peu à Verneuil-sur-Seine et à Paris dans le 13e arrondissement. D'accord, question un peu rituelle. Comment est-ce que tu as choisi avec ton superbe classement, pourquoi est-ce que tu as choisi l'ophtalmo? Alors il y a un détail qui n'en est pas un, c'est qu'effectivement mon père est ophtalmo. Alors ça a plutôt joué en défaveur de ce choix au départ et même jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'au départ je voulais surtout pas faire comme papa. Alors tout petit oui, je voulais faire comme papa. Après pendant mes études surtout pas, j'allais plutôt vers la chirurgie de la main. Après, comme beaucoup, c'est le côté médico-chirurgical. Sur la fin des études, vraiment, j'avais que l'ophtalmo en tête. J'avais pas de plan B parce qu'il y avait que ça qui me plaisait à la fin, qui me plaisait autant. Mais je crois que, comme beaucoup, j'ai vraiment découvert l'ophtalmo une fois que je l'ai commencé. Et c'était 100 fois mieux encore que ce que j'imaginais. Donc, c'est le côté précis. Et j'ai fait des stages dans d'autres spécialités parce que dans l'internat, à l'époque, on était obligé. Et j'ai trouvé que le côté précis qu'on a en ophtalmo, où il y a de l'innovation tout le temps parce qu'on a aussi l'industrie qui est derrière. Je ne l'ai pas retrouvé ailleurs, dans une autre chirurgie que je ne citerai pas. Et ce côté médico-chirurgical. Voilà. Et D'accord, aujourd'hui, super. je travaille pas mal avec mon père et c'est assez sympa au final. Et c'est ça, du coup, le rapport père-fils, il est un peu différent, mais est-ce que d'un autre côté, ça ne te met pas une petite pression de dire: «OK, il faut que je sois au niveau»? Ouais, mais après, c'est pas la relation qu'on a. C'est très détente. Donc, j'ai pas senti cette pression. Et même si je le trouve excellent, il n'est pas professeur, c'est pas une personnalité clivante. Il a que des amis, donc ça m'a plus aidé qu'autre chose et ça m'a fait rencontrer plein de monde et c'est hyper sympa. On opère à côté maintenant, que ce soit dans les Yvelines ou à Paris, dont ce matin d'ailleurs. Mais donc c'est très sympa, c'est que du positif. Bon, super, impeccable. Donc tu as choisi, 2 surspécialités, est-ce que tu peux nous en parler? Alors moi, donc dans ma formation, j'ai pu faire plusieurs choses. Aujourd'hui, ce que je fais le plus, bon, en dehors de la chirurgie de la cataracte, c'est chirurgie réfractive et du kératocone et chirurgie vitréo-rétinienne. Euh, la réfractive et le kératocone, disons que c'est ce que je travaille le plus, ce sur quoi je lis le plus. Pourquoi? Bah, c'est un peu pour les mêmes raisons que j'aime l'ophtalmo, c'est-à-dire c'est ce côté précis, technique, vraiment, ouais, vraiment, c'est ça, extrêmement précis, à la recherche du moindre détail et de la perfection. C'est ce que j'aime aussi dans la chirurgie de la cataracte, c'est qu'on répète le geste jusqu'à ce qu'il soit parfait. Et c'est cet état d'esprit que j'aime en ophtalmo et particulièrement en réfractive. D'accord, OK. Tu as choisi lorsque tu t'es installé, donc il y a peu, tu as choisi de prendre l'Optam. Comment est-ce que tu as fait ton choix à ce moment-là? C'était pas très compliqué. En fait, je pense que c'est pas des trucs sur lesquels on se renseigne énormément. C'est assez instinctif et on m'a dit, voilà, tes patients ils sont mieux remboursés. Quel prix tu comptes prendre? Ça, bon, bah, ça rentre dans les clous, c'est pas des tarifs excessifs. Voilà, après, les patients ils sont juste mieux remboursés. Je suis pas allé plus loin que ça. D'accord, Ça OK. reste là. C'est vrai que souvent il y a une sorte de choses qu'on entend régulièrement, c'est que c'est vrai que, il vaut mieux faire d'abord 3 ans pour établir son chiffre d'affaires moyen et ensuite, passer à l'Optam. Mais bon, de toute façon, ben, on aura C'est on aura vrai. des résultats sous peu. Ouais, c'est vrai parce que peut-être que je serais pas forcément dans leur clou, notamment sur la partie de le nombre de consultations secteur 1. Mais bon, au pire, en fait, de ce que j'ai compris, il y a juste pas de prime, ce sur quoi je compte pas du tout. Donc, c'est pas un problème. C'est ça, donc à partir du moment où c'est pas dans ton business plan, c'est pas très grave puisque si jamais tu rentres pas dans les clous et ben du coup, c'est juste qu'ils vont te sortir de l'Optam parce que tu es pas dedans et puis c'est pas très grave. OK, super, impeccable. Autre chose qui n'a rien à voir évidemment, iClass. Parle-nous d'iClass, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert?
Alors, Eclat, c'est une petite structure qu'on a montée avec mon associé et ami Michael Carsanti. Euh, Au départ, c'est né de notre expérience aux AOP. On a travaillé tous les deux ensemble pour le congrès des AOP avec la famille HR et c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Et là-bas, rapidement, on s'est occupé d'organiser des wet labs. Donc, c'est des ateliers de formation chirurgicale sur œil synthétique ou sur œil animal. Et ils nous ont donné carte blanche pour les organiser là-bas, donc ça a été une expérience incroyable. Et puis après, on a voulu aller un peu plus loin et en organiser en dehors de cet événement-là et en organiser un peu plus parce qu'on avait des retours qui étaient formidables et surtout que nous, c'était vraiment un plaisir. En fait, d'abord, c'est une aventure entrepreneuriale, lui et moi, et on voulait voilà, entreprendre ensemble. Et puis, c'est bah, un peu comme beaucoup de gens que tu reçois ici, c'est juste un truc passionnant et qui nous fait un peu vibrer. Et donc aujourd'hui, c'est une structure qu'on a créée, je pense, il y a 2 ans ou 3 ans. Et on organise des wet labs donc, dans des congrès et sur des événements dédiés. Donc, il y a 2 semaines, on était au Salon Wash, on a fait une journée de formation glaucome, chirurgie de rétine, échographie, cataracte. Et sur les congrès comme la SFO, depuis l'année dernière, c'est nous qui organisons avec la SFO tous les wet labs. Et il y en a énormément. Il y avait 11 salles, 33 ateliers différents. Enfin, c'est un énorme truc. La SFO a fait un effort formidable là-dessus. Et pour nous, faire partie de cette aventure, c'est génial. Donc au quotidien, c'est voilà, des ateliers de formation essentiellement chirurgicales où les gens, les jeunes ophtalmos surtout, viennent s'entraîner sur des techniques qu'ils ne maîtrisent pas, sur des yeux synthétiques ou sur des yeux animaux, pour qu'ils soient plus en confiance après pour les essayer enfin, pour les faire sur des vrais patients. Et puis c'est assez formidable parce que pour nous, ben, déjà, c'est une façon d'enseigner. C'est une façon aussi de garder contact avec certaines personnes de notre entourage qu'on fait intervenir comme formateurs et qui sont contents de le faire aussi et contents de transmettre. Je veux dire que ça repose d'ailleurs essentiellement sur leur qualité et sur la volonté qu'ils ont de transmettre ce qu'ils savent faire. Et ils sont, à chaque fois, on est impressionné à quel point ils se donnent là-dedans. Voilà, on a aussi maintenant des contacts superbes avec les gens de l'industrie qui sont dans cette même volonté. Et voilà, tout ça fait que c'est des événements qui sont toujours hyper agréables. C'est du travail, c'est beaucoup de travail. Mais c'est franchement hyper agréable, hyper excitant. Et ça va même plus loin parce que là, on est en train de mettre en place avec certaines entreprises aux États-Unis des yeux spécialement faits pour des besoins qu'on a. Donc, ils sont à l'écoute de ça. Il y a vraiment un engouement partout sur la formation chirurgicale en dehors du patient parce que les besoins sont énormes. Et donc, on est dans cette mouvance-là et c'est hyper sympa. Si on rentre un peu dans le détail, le business model donc du coup de l'entreprise, c'est plutôt les congrès, les organisateurs de congrès qui vous rémunèrent ou bah, les participants doivent payer quelque chose pour s'inscrire? Alors, bon, déjà, c'est un truc, même si c'est difficile à croire, où on n'a pas de vrai business plan. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de business model, mais on n'a pas de business plan. C'est-à-dire que nous, c'est pas notre travail. Et Michael, il est sur la même longueur d'onde que moi. Si aujourd'hui on nous proposait de faire, si on avait l'opportunité d'arrêter notre métier parce que iClass nous rapportait plus que truc, on le ferait pas. C'est-à-dire que nous, de base, on est chirurgien et c'est ça qu'on aime. C'est un Euh, side business. Hein? Oui, c'est ça, C'est un mais même side pas, business. enfin, c'est un hobby, quoi. Euh, Après, oui, il y a quand même des chiffres parce que ça coûte de l'argent d'organiser ces événements. Et le business model, en général, c'est l'industrie qui supporte ces événements-là. Pour le congrès, enfin, ça dépend où on travaille, en fait. Mais l'industrie supporte ces événements, en général. Ils payent comme pour un stand, mais c'est quelque chose d'interactif. Les participants, ça dépend. Quand on fait un événement qui est à destination des internes, comme on a fait au Saint-Loche, c'était gratuit pour les participants. Je te fais une confidence, on le refera peut-être pas parce que les gens plantent plus quand c'est gratuit. Ça fait 2 fois et il y a plus de no-show. Ouais. Ça dépend des événements qu'on fait, mais voilà, l'industrie supporte beaucoup, les congrès un peu aussi, la SFO par exemple. Euh, mais la majorité des coûts est assumée par l'industrie, hein. D'accord. L'organisation, vous devez recruter du personnel ou c'est vraiment ces labos qui mettent à disposition leur Alors, par personnel? contre, par contre, non, non, on recrute. Alors, les deux. Eux, ils ramènent du personnel pour faire tourner leurs machines, tout un truc, et nous, on a notre staff, y compris nous, hein, c'est pas une grosse structure, hein. Et pareil sur la SFO, on recrute un staff qui va être euh, pour la SFO, mis à disposition de ces ateliers-là, qui bossent hyper bien d'ailleurs. Et l'industrie aussi ramène ses techniciens et ses ingénieurs d'application. Donc, D'accord. ça fait beaucoup de monde, hein, ça fait beaucoup de monde. Tu viendras voir sur la SFO. Ouais, ça. En mai, c'est un énorme truc au sein du pavillon technologique. C'est tout un hall qui est assez impressionnant.
Génial, ouais, je l'avais vu l'an dernier, et j'avoue que j'avais pas osé rentrer. Maintenant, je rentrerai, on regardera ça ensemble. Super. Autre activité que tu as, c'est que tu as repris le flambeau, sur l'enquête des habitudes des ophtalmologues, que tu as fait pour 2023. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? À quoi elle sert, et comment est-ce que c'est réalisé? Alors, c'était le docteur Richard Gold qui a fait ça pendant 20 ans, 25 ans, je crois, où il posait aux ophtalmos les questions de qu'est-ce qu'ils utilisaient comme consommable, comme machine, comment ils opéraient, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et moi, en fait, je me suis retrouvé là-dedans parce que en 2019, donc au début de mon internat, deuxième année, j'ai fait une étude que j'avais présentée à la Saphir sur ce que les ophtalmos choisiraient pour eux-mêmes. Ça veut dire, si vous deviez, en tant qu'ophtalmo, être opéré de la cataracte, qu'est-ce que vous choisiriez comme implant, comme mode d'anesthésie, etc. Ça avait plu, puisque j'avais eu le prix de la meilleure communication Saphir à cette époque-là. Et du coup, quand le docteur Gold a voulu arrêter de travailler, tout simplement, il cherchait un successeur pour son étude, et c'est le professeur Monet qui a fait le lien, qui est le professeur à Cochin. Et depuis, donc, on a repris ensemble cette étude-là sous l'égide de la Saphir. On fait les deux, à la fois les habitudes, donc qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous utilisez comme implant, qu'est-ce que vous utilisez comme technique. On a rajouté plein de questions. Euh, et en même temps, qu'est-ce que vous choisiriez pour vous-même? Et donc ça fait un mix entre ces deux sujets et on compare ce que les ophtalmos font et ce qu'ils choisissent pour eux-mêmes, ce qui n'est pas toujours la même chose. Et on essaie de tourner une année sur les implants, une année sur la chirurgie en elle-même, les techniques chirurgicales, et d'analyser maintenant qu'on commence à avoir certaines données, les tendances, etc. Pourquoi on fait ça? C'est assez intéressant en fait de se comparer aux autres, parce que chacun travaille un peu dans son coin, et finalement, moi je fais ça parce que je pense que c'est mieux. En tout cas, on part du principe que les gens font ce qu'ils pensent être le mieux. Mais finalement, est-ce que tout le monde fait comme moi? Alors on en discute entre collègues, mais à l'échelle nationale, et où les générations sont différentes, les lieux d'exercice sont différents, on se rend compte de choses parfois assez surprenantes. Et moi, c'est vrai que ma partie qui m'intéresse le plus, même si ça m'intéresse beaucoup, c'est quand on voit ce que les ophtalmos choisissent pour eux-mêmes et à quel point ça change vite et pourquoi c'est hyper intéressant. Ça, on va le voir. On va le voir tout ça parce qu'on va rentrer un petit peu dans le détail. D'abord, est-ce que, les ophtalmos ont tendance à répondre facilement? Non, non. D'accord. Non, non, c'est difficile de les atteindre. Bon, tout le monde est hyper occupé, c'est normal. Mais on a du mal à augmenter considérablement nos effectifs. Je pense qu'à la Saphir, il doit y avoir 400, 500 personnes, un truc comme ça, qui fréquentent le congrès chaque année, minimum. Et nous, en réponse, on est à 250. D'accord. Euh, alors que théoriquement, même des non-adhérents de la Saphir pourraient répondre. Mais bon, voilà, ça augmente. Ça augmente. La première fois, quand je l'avais fait en 2019, on avait fait aussi remplir en papier pendant des congrès, etc. Donc là, on avait du monde. J'étais à 350, je crois. Mais entre 2022 et 2023, déjà, on a augmenté nos effectifs. Mais c'est vrai qu'on aimerait, pour que ce soit plus représentatif, avoir des effectifs plus importants. Et c'est pas facile. Ouais, j'imagine, j'imagine. Bon, bah, super. Alors du coup, on va rentrer un petit peu dans le détail. 1 chose que j'ai relevée, alors j'aurais pu relever plein de choses, parce que c'est vrai que cette étude est très intéressante. Pour ceux qui veulent la voir, elle est dans, la ROF du mois de, septembre, la 239, hésitez pas. Donc, 1 chose que j'ai relevée, c'est 23 quand même, hein, donc un quart, des ophtalmos opéreraient sur 2 salles. Quand on a les moyens de le faire, en fait, c'est une chirurgie qui va vite, la chirurgie de la cataracte, parce que c'est essentiellement centré sur la chirurgie de la cataracte. C'est une chirurgie qui va vite et le temps d'installation, il est au moins aussi long, si c'est pas plus long, que le temps de chirurgie. Donc c'est vrai que les gens qui ont des volumes de chirurgie très importants et qui ont la possibilité techniquement de se mettre sur deux salles avec quelqu'un qui lui prépare le patient, etc., c'est vrai que c'est un gain de temps, donc de productivité, c'est un luxe, hein. C'est un luxe, je Ça, pense parce que... que moi, dans ma pratique, alors autant je l'ai vu faire, puisque lorsque tu es responsable de centre, c'était le quotidien, mais derrière, quand je suis devenu consultant, je vois très, très peu finalement, avec un pourcentage beaucoup plus faible, d'opérateurs. Toi, par exemple, tu opères sur 2 salles? Bah non, mais alors moi j'opère en ville à mon compte depuis un mois. Ouais, Donc, j'ai pas des volumes encore débordants, mais encore que ça va, mais je suis tout seul. Je suis ouais, tout seul sur ma salle, et donc c'est vrai que j'ai un temps d'installation qui est plus important que mon temps de survie, c'est clair. c'est Mais ça. pour l'instant, je déborde pas. Donc, C'est ça, parce j'ai qu'en plus, fait des belles vacations, mais tout seul, ça marche sans problème. ouais. Parce qu'il y a un petit calcul qui est fait en général par les cliniques, c'est que, on sait qu'en général, un ophtalmo sur une demi-journée, on va dire, allez, 8h30, midi,
un très bon chirurgien très rapide, on va dire, pas très bon, mais très rapide, on va dire, peut faire jusqu'à une vingtaine de chirurgies de la cataracte, d'accord? Alors, Sur 2 sincèrement, salles, non, non. sur 2 salles. Ah oui, voilà, sur une salle, c'est pas possible. Sur 2 salles évidemment, hein, tout à fait. Mais en général, on est plus autour de, 15, 16, 17, 18, on va dire par là. Et par contre, un chirurgien sur une seule salle va en faire plutôt une dizaine. Donc du coup, le calcul qui est fait est de dire: «Je préfère mettre à disposition, 2 blocs, mais pour 2 salles, mais pour 2 chirurgiens différents parce que l'un en fera 10, l'autre en fera 10 également et donc du coup, on sera sur 20 et j'aurai pas des infirmières qui vont courir, à droite à gauche et a priori, c'est plus gérable comme ça». Moi, là où j'ai vu opérer sur 2 salles, c'était à l'hôpital. C'était notamment à l'ophtalmopole à Cochin, où ils ont un open space en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils ont une salle où il y a trois blocs en fait, mais qui sont ouverts et qui Oui, communiquent avec l'autre. Et c'était notamment avec le professeur Monet, hein, pour pas le citer. Et c'est vrai que pour lui, c'est des conditions exceptionnelles, mais c'est l'hôpital. En ville, sur Paris, en tout cas, j'en connais. Enfin, bon, moi, je ne connais pas comment tout le monde opère, hein, mais autour de moi, en tout cas, là où j'opère, personne n'opère sur 2 salles. Voilà. ouais, c'est Voilà. ça. Surtout, c'est une erreur en réalité, parce que même pour les cliniques, c'est une erreur, parce qu'à partir du moment où, admettons, tu as un volume de 20 chirurgies, l'idéal est que tu puisses le faire sur une de seule demi-journée et pas sur 2 demi-journées, parce qu'évidemment, la demi-journée que tu gagnes, eh bien, tu vas l'avoir en consultation pour recruter de nouvelles chirurgies. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, après, il faut avoir C'est un ça. recrutement suffisamment important et pas assez de temps pour pouvoir faire une journée complète de bloc, par exemple, machin. Donc, je pense que c'est beaucoup le cas en province, par exemple. Mmh, Ça doit être surtout ça. d'accord. Super. Autre chose que j'ai vu, très intéressant, puisque c'est plutôt d'actualité, j'ai l'impression que ça fait assez peu de temps qu'on en parle. Alors après, de ma petite expérience, j'ai lu que 18% des chirurgiens pratiquent déjà, la chirurgie bilatérale. J'en avais assez rarement entendu parler. Alors déjà, ce commentaire sur, est-ce que, toi tu en vois beaucoup, hein, qui font du bilatéral VS, on va dire l'Europe où l'Europe le fait à 40. Qu'est-ce que ça t'inspire? Alors déjà, j'ai été surpris par ce chiffre. Je pense que c'est pas des gens qui le font régulièrement, parce que le délai moyen, on a vu, il est entre 10 et 15 jours. Mmh, Parce que c'était une autre question qu'on posait. Mais c'est qu'ils le font de temps en temps, c'était la question. Euh, Moi, je l'ai fait exceptionnellement. C'est des patients qu'on fait sous anesthésie générale parce que ils ont des terrains particuliers et donc on préfère les endormir une seule fois. Voilà. Autour de moi, je l'ai vu que pour ces raisons-là. Après, c'est quelque chose qui est assez séduisant, en vrai, opérer les deux. Moi, si c'était moi, est-ce que je pourrais le faire? Il y a un truc qui me pose problème. J'aime bien, je suis assez passionné par l'objectif réfractif, en chirurgie de la cataracte. Et donc, j'aime bien avoir déjà les résultats du premier œil avant d'opérer le deuxième. Mais voilà, ce qu'on voit, c'est que dans les questions qu'on a posées, en l'absence de problème de cotation, parce que donc c'est comme tout, en fait, quand vous cotez 2 actes en même temps, ben, le deuxième, il compte pour moitié. S'il n'y avait pas ce problème-là, combien serait prêt à opérer plus et là, on arrive à 35-40%, ce qui est proche des résultats qu'a le SCRS, qui fait aussi un survey un peu comme, enfin, pas un peu comme le nôtre, c'est nous qui faisons un peu comme le leur, euh, mais plus vaste sur plus de thématiques. Et donc, ils sont dans ces chiffres-là. Donc, ça veut dire que le frein qui fait qu'en France, on l'a moins que dans d'autres pays, je crois qu'en Angleterre, par exemple, c'est beaucoup plus fréquent, c'est pas tant finalement l'infection, des choses comme ça qui étaient les choses qu'on imaginait au départ, c'est plus, c'est plus la cotation. eh oui, Euh, ça. Après, moi, dans ma petite expérience, les patients, quand je les programme de chirurgie de cataracte, et que ce soit quand j'étais assistant au 15-20 ou là depuis que j'ai commencé, pour un truc qu'ils disent, mais rassurez-moi, vous n'opérez pas les deux en même temps. Ouais. Euh, donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va exploser dans le futur, mais en tout cas, c'est une question qui se pose. C'est ça parce que, l'intérêt, c'est que le patient se déplace qu'une seule fois. Donc du coup, pour la sécu, a priori, c'est quand même plus intéressant. Pour le praticien, c'est évidemment plus intéressant parce que, son volume en termes de temps, est bien réduit. Bon, à voir en tout cas si le SNOF s'en empare parce qu'en effet, la première chose à régler, c'est évidemment le problème de cotation pour laisser le choix au chirurgien. Mais il y a plein de choses où, alors pas ma génération, mais où ça paraissait absurde de faire les deux en même temps et où finalement aujourd'hui c'est normal. Une IVT par exemple, quelqu'un qui doit avoir une IVT pour sa DMLA, qui a les deux yeux à faire, il y a certains patients qui veulent que ce ne soit pas les deux yeux en même temps, pour des raisons de commodité, mais la plupart on les fait les deux en même temps. Et là vraiment on se rend compte que c'est des gens, moins on les déplace, mieux c'est. Et aujourd'hui ça pose de problème à personne, au contraire. La chirurgie réfractive, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y avait des gens qui en faisaient un certain nombre et qui faisaient un œil puis l'autre. Là aujourd'hui, bon, ça, plus personne n'a ce problème-là. Mais par exemple, pour le cas de la chirurgie réfractive, c'était plus un problème de risque infectieux, de douleur, de résultat, de machin. Il n'y avait pas ce problème de cotation.
Donc, je pense qu'en cataracte, on va se heurter à ces deux freins. La réticence de dire, bah, si j'ai une infection, je l'ai quand même sur les deux, c'est mauvais. L'histoire des résultats, je pense que ça concerne quand même un certain nombre d'ophtalmos, des résultats réfractifs, parce Ouais. qu'on voit pour beaucoup de nos patients entre les deux yeux. Et après, en plus, la cotation qui va être un frein supplémentaire. Donc, je ne sais pas si ça deviendra rapidement un truc automatique. D'accord, ok. Autre thématique plus anecdotique, j'ai lu que 10% des chirurgiens souhaiteraient être opérés sous AG, anesthésie générale. Je trouve ça étonnant alors que bah, tout le monde vante les mérites de la topique. De l'atopique et même depuis notre questionnaire l'année dernière, de l'atopique pure. C'est-à-dire que le sujet maintenant, c'est même plus l'anesthésie topique, c'est plus un sujet. Ça, c'est est-ce qu'on fait pas de l'atopique sans sédation, sans anesthésiste et sans IAD, infirmier anesthésiste. Et pour autant, il y a 10%, donc un chirurgien sur 10, qui voudrait être opéré sous AG. Je crois que quand tu connais les complications et quand tu connais les risques, tu es un peu plus flippé. Après, je suis rentré dans le détail de ces résultats-là. J'essaie de voir qui étaient un peu les gens qui choisissaient une anesthésie générale. Et là où ça m'a surpris, c'est que ça ne dépend pas du volume chirurgical. Ça veut dire que c'est pas. Parce que bon, on approxime parfois le volume chirurgical à pas le niveau, mais disons bon, la fluidité. C'est-à-dire, bon, quelqu'un qui en fait très peu par an, il est peut-être un peu moins confiant que quelqu'un qui en fait énormément. Après, il y en a qui sont confiants à tort, mais voilà, on essaie de corréler un peu ça. Euh, et, euh, et ben là, le fait de se faire opérer sur anesthésie générale, c'est pas les gros opérateurs ou les petits opérateurs. Il n'y a aucune corrélation. Ni ça, ni les complications observées. Parce que par exemple, je vais en demander, est-ce que vous avez vu des complications dans les 6 derniers mois, machin, quel type de complications? Ben, ceux qui n'en observent jamais, qui n'ont aucun problème, ou ceux qui en ont eu plus régulièrement, ce qui ne veut pas du tout dire qu'ils sont plus mauvais, ben, il y a pas de corrélation. Il y a un truc, mais je pense que c'est un hasard, quoi. Je pense que ça traduit rien. Mais c'est le seul résultat qui ressortait, c'est que ces 10%, ils sont tous libéraux. D'accord. On sait pas pourquoi. Chacun se fera son opinion. Autre thématique, le post-op. On voit que ça a tendance à changer. On sait que le post-op, d'ailleurs, c'est quoi? C'est 15 jours pendant lesquels vous ne pouvez pas coter pour le patient ou 3 semaines? J'ai pas de, j'ai un doute là-dessus. Bref, peu importe. Ouais. Le post-op, 32% en font un J1, d'accord? Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, puisque certains, 34%, donc plus encore, font leur première visite à J3, entre J3 et J5, et certains font directement un J7. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu fais, toi, personnellement? Qu'est-ce que tu penses des chiffres? Alors moi, quand j'étais au 15-20, je faisais entre J3 et J10. J'aimais bien le J3 parce que ben, les patients, enfin, ça permet de voir au tout début s'il y a des choses. Théoriquement, s'il y a une endophtalmie qui est en train de s'installer, c'est plutôt le moment. Bon, ça c'est assez théorique parce qu'en vrai, l'endophtalmie, si elle doit arriver, c'est pas quelque chose que vous avez dépisté au tout départ. C'est mon avis. J'aimais bien ça, mais au 15-20, ils passaient par l'ambulatoire où on leur expliquait tout, tout leur était bien décrit, etc. Là, depuis que j'ai commencé en ville, j'avoue que je fais des J1. Et alors, la légende, c'est que les J1, c'est pour l'encaissement. On va se parler de Ah transparence, oui. hein, pour que le patient paye. En vrai, moi, il paye à la clinique, donc je la vois à J1 et je fais pas d'encaissement. C'est pas une visite qui a un intérêt énorme sur le plan scientifique parce que la réfraction, elle est pas fiable. Et du coup, je les revois à J7 parce que c'est là où j'analyse mon objectif réfractif, même s'il n'est pas définitif. Donc, c'est une question que moi, je suis en train de me poser. Mon J1, il me sert un peu à rien. Sauf que euh, c'est là où les patients ont toutes les questions. Et comment je fais avec la coque, et comment je fais avec les traitements, etc. Donc, je pense que c'est pas mal d'avoir un contact avec le patient le lendemain de la chirurgie, mais qui peut se faire par téléphone. Et dans ceux qui répondaient J7, J3, J7, J10 et machin, il y en a beaucoup qui ont quelqu'un de leur personnel ou de la clinique qui appelle le patient le lendemain. Et nous, au 15-20, c'était le cas. Et je pense que c'est pas mal. Donc, pour te dire, c'est quelque chose auquel je réfléchissais ce matin, parce que j'opérais ce matin. Et je D'accord. leur donnais l'horaire pour demain. Je me dis, mais ça va me servir à rien. Je devrais les appeler. Mais voilà. Bon. Et oui, c'est ça, parce que souvent, euh, le chirurgien se rassure en faisant un J1, sauf qu'en réalité, à part une tension anormale, il ne va pas voir grand-chose de toute façon. Alors, et en plus, ça te déplace, hein, quand on voit que le patient qui va avoir 80-85 ans, qui a du mal à se déplacer, que quelqu'un va devoir prendre un jour de congé pour l'emmener ou qu'il va y avoir un bon transport, c'est quand même pas dingue le fait qu'il se déplace. Alors qu'on sait que
bah, c'est pas vraiment médical, c'est plus pour le rassurer, et cetera, et que, bah, en effet, un appel, moi, je me souviens, j'ai déjà vu ce système-là où à J0, le patient, admettons, tu opères le matin, le soir, déjà, en fin de journée, avant que la secrétaire s'en aille, beh, elle passe un petit coup de fil: «Vous êtes bien rentré?» et cetera. Là, ils sont rassurés. Vous pensez il faut commencer à prendre votre traitement et puis le lendemain soir, à nouveau, un nouvel appel pour être sûr qu'il y a pas de problème et évidemment, on vient les rassurer en disant que, bah, si jamais il y a un problème quelconque, Ils viennent, ouais, c'est ça. ah, C'est ça. Mais en tout cas, les patients aiment bien venir à J1 par contre. Les d'accord. patients aiment bien et ceux qui pratiquent des J1, ce qu'ils disent, c'est que si par exemple ils partent en vacances, ils sont pas à l'aise de partir en vacances le lendemain du bloc parce que les patients, on va leur dire je vous vois pas le lendemain et ça s'ils ont habitué leur patientèle à faire des J1, ils savent que leur cousine elle était opérée comme ça, machin. Bon bref, c'est un truc auquel ils sont attachés. Mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce qu'après, je suis obligé quand même de les revoir à J7. Donc c'est-à-dire qu'il y a une des deux consultes qui sert à rien en fait. Donc voilà. Bon. D'accord. En tout cas, on ne le tranchera pas aujourd'hui. C'est un peu chacun fait comme il veut finalement et avec son propre ressenti. Alors dernière chose sur cette étude, je sais pas bien la comprendre. En tout cas, je préfère, que tu nous donnes ton point de vue là-dessus. C'est, le fait que 66 des chirurgiens, qui opèrent au-delà de 500, hein, donc qui ont un volume assez important puisque 500 ça fait à peu près, 10 chirurgies par semaine, heu contre 22. Alors je reprends exactement pour pas faire d'erreur. Parmi ceux-là, donc parmi ceux, qui opèrent au-delà de 500, 66, on va dire, va opérer des membres de leur famille, hein, donc parents proches, frères et sœurs, et cetera. Alors que parmi les chirurgiens qui font moins de 300 cataractes, c'est comme ça, eh bien, seulement 22 vont opérer leur famille. Quelle est, à ton avis, la raison de cette différence qui est assez importante, hein, de 66 à 22 et quand même, c'est signifiant quand même. Je crois que ça se rapproche de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la confiance que donne le volume chirurgical. Parce qu'en fait, 500 par an, c'est plus que 10 par semaine, parce qu'en fait, ils partent Oui, en vacances. c'est ça. Donc, ils travaillent à peu près 45 semaines, à peu près, voilà. Donc, ils opèrent beaucoup. Et je pense que la confiance que donne le volume chirurgical fait que, ben, tu te dis, il n'y a pas de. Enfin, j'ai confiance en moi pour donner les meilleurs soins à ma famille. Ceux qui ne le font pas sont ceux qui ne veulent pas mélanger. Pas être embêté sur les repas de famille après avec le qui pique. Donc, il y a quand même un pourcentage qui ne le fera jamais. Mais je pense que la différence entre les deux, elle s'explique en partie par ça, par la confiance. Moi, par exemple, il y a des chirurgies que j'ai très peu fait. J'opérerais pas ma famille si ça arrivait. Je considère que ceux qui en font très souvent, même si c'est des trucs que je sais faire, je considère qu'il y a mieux. Voilà. Bien sûr, non, autant trouver forcément quand on n'est pas habitué à faire une chirurgie, autant trouver quelqu'un que l'on connaît bien et qui est vraiment expert là-dessus. Très bien. Question plus générale, on approche de la fin. Alors tu es un jeune chirurgien, comment est-ce que tu vois l'évolution de l'ophtalmologie d'ici une dizaine d'années, on va dire? C'est difficile à dire, mais c'est une question que j'aime bien parce qu'à chaque fois qu'on en parle avec les anciennes générations, alors une génération au-dessus ou deux générations au-dessus, en fait, je vais te raconter une anecdote. J'étais à la SFO quand il y avait un peu, il y a 3 4 ans, tout le buzz autour des centres, etc. Il y avait un ophtalmo de la génération de mon père qui me disait, mais c'est fini, l'ophtalmo, ce sera plus jamais comme avant, nanana, là c'est mort, il y a des centres partout, vous n'aurez plus de patients. Je dis, ah ouais, ouais, ouais. Et la génération au-dessus de toi, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, quoi? Ah, Ouais, bah pareil. En fait, pareil. En fait, à chaque fois, donc c'est la fin, que c'est machin. La génération d'au-dessus, ils disaient, bah, nous, on a cartonné, on a travaillé dans des super conditions et on a tous. Hein, et bah, vous, ça va être plus compliqué. Puis finalement, on se rend compte que eux qui arrivent maintenant sur la fin de carrière, ils ont eu tout cela des carrières exceptionnelles et ils me disent que nous, ça va être non, moi, je suis pas inquiet. Je pense qu'on fait un métier d'abord qui est top. Sur l'évolution de la profession en elle-même, je pense qu'il y a certaines professions qui sont inquiètes par rapport à l'IA ou des choses comme ça. Nous, au contraire, c'est que du bonus. Et c'est que des choses qui vont arriver si elles arrivent, parce que ça tarde un peu à rentrer dans notre quotidien. Mais si elles arrivent, bah, c'est que des choses qui vont nous aider, qui vont rendre notre métier plus agréable. Et après, eux, leur souci, c'est surtout financièrement. Est-ce que en fait, notre génération d'ophtalmo va gagner autant que les autres? J'en sais rien. Mais je pense que ça se passera quand même bien pour nous et que enfin, je m'inquiète pas et j'envisage pas des plombées. Je suis serein sur, sur l'évolution de la profession.
D'accord, super. On le sait, maintenant, tu as choisi de t'installer, à Verneuil, donc du coup, sur un petit centre, hein, que tu as créé, avec l'aide de ton papa. Un petit cabinet, pas un C'est ça, ouais, exactement. Quel conseil tu donnerais, du coup, à un jeune ophtalmo, même si tu es biaisé là-dessus forcément, qui souhaiterait s'installer? Parce qu'il y a vraiment 2 choix, hein, soit le choix que tu as fait, un petit cabinet ou rejoindre un centre, où vous êtes 5, 6, 7 associés. Comment tu as fait le choix pour toi et qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune? Ouais, alors bon, petit cabinet, c'est un petit affectif parce que c'est pas si petit que ça. Là, on est 3. J'ai mon associé Anthony Amaral, voilà, que j'en profite pour le citer. Et on a la possibilité sur place de s'étendre. On a la place encore pour être un de plus en même temps, ce qui veut dire qu'on pourrait être 4-5. Mais c'est vrai que c'est pas une énorme structure comme il y en a qui se créent aujourd'hui, où ils arrivent direct à 6-7, ils prennent 700 mètres carrés, 1000 mètres carrés. C'est pas dans cette truc-là. Et effectivement, moi, j'ai fait le choix de créer ma propre structure plutôt que de rejoindre. Il y a des structures exceptionnelles hein, j'entendais dans un de tes podcasts. Où on parlait de Retinax, Mathieu Lehmann, Laura Moya, Bénédicte Dupas, qui sont tous exceptionnels et tous les gens qui y travaillent sont exceptionnels. Et moi, je comprends. Alors là, pour te dire, je sors la tête de l'eau. J'ai commencé il y a un mois et demi la consulte là-bas et ça fait un an et demi que je travaille sur ce truc. J'ai eu des moments, mais hyper durs. Et surtout quand ça s'approche de l'ouverture et le début de l'ouverture, c'est un cauchemar, vraiment. Donc, je comprends ceux qui font le choix de rejoindre un truc qui tourne déjà, où il y a déjà le personnel, où il y a déjà le matériel, où tout fonctionne, ou si ça fonctionne pas, c'est allô, ça fonctionne pas, débrouille-toi parce que moi je consulte aujourd'hui, alors que moi, ben, j'appelle qui? C'est moi. Maintenant, je pense que c'est aussi une question de personnalité. Moi, j'avais besoin d'avoir mon truc. Et aujourd'hui, je suis tellement heureux quand j'arrive là-bas tous les jours de travailler dans ma structure où j'ai choisi bon, le personnel, le matériel, le moindre carrelage, la moindre finition sur les murs, le faux plafond arrondi, tout, j'ai tout choisi. C'est une question de personnalité. Moi, je sais que je savais depuis le départ que je serais comme ça, que j'avais envie de créer ma propre structure, que j'avais envie de maîtriser ces choses-là. Mais je comprends ceux qui font un choix différent. Donc aujourd'hui, un jeune ophtalmo qui veut s'installer et qui hésite entre les deux, c'est à savoir, c'est plus dur de faire son truc soi-même. Et en même temps, c'est très gratifiant, c'est un plaisir énorme. Mais pour ceux qui n'ont pas cette fibre-là, et mon meilleur ami là-bas, par exemple, et c'est comme ça, je pense qu'il rejoindra plutôt un projet. C'est comme ça. C'est une question de personnalité, mais ceux qui veulent le faire, il faut pas se laisser décourager par ceux qui vont dire c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, mais ça va. Bon, ça reste Surtout tout que le j'en travail. profite, on peut être accompagné par un consultant. Et on peut être accompagné par un consultant. D'ailleurs, je te remercie pour les quelques échanges qu'on a eus à ce sujet. Et c'est vrai que ce que tu fais, justement, aide ceux qui veulent se lancer pour être encadrés. Parce que par contre, c'est vrai que j'ai profité aussi beaucoup de l'expérience de copains qui l'avaient fait juste avant. Et je les ai harcelés sur tout, mais parce qu'il y a tellement de questions, des questions qu'on n'imagine même pas. Donc, euh, donc oui, il faut s'entourer. Et c'est vrai que une structure comme la tienne, ça aide à ça. D'accord. Eh bien, écoute, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, sur le conseil, ben, on a compris que c'est une question de personnalité et que certains, s'orienteront vers des structures comme Retina qui sont déjà installées. Du coup, hop, on met les pieds sous le bureau et c'est terminé. Et ou alors, ben, il va falloir, se relever les manches pour faire son propre centre. Raphaël, merci. On a terminé pour aujourd'hui. C'était très, très intéressant. Je te remercie pour ta disponibilité, ton naturel et puis, ben, on se revoit de toute façon à la SFO, pour ton wet lab. Yes, à très bientôt et on vous accueille pour les Wet Labs à la SFO, effectivement. Super, à bientôt. Et à la Saphir pour les résultats du questionnaire. OK, on note. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'Expert. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses. En tout cas, aujourd'hui, on a touché du doigt quelques thématiques que nous avions rarement abordées. Mon objectif étant de vous apporter toujours plus de valeur. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez apprécié et ce que vous aimeriez que j'améliore. Voilà, merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.